Bonjour tout le monde. On va, par- euh, on va parler dans cette vidéo sur la leucémie lymphoïde chronique. Donc, dans la séance précédente, on a vu les différents groupes d'hémopathie maligne et on a détaillé la leucémie aiguë. Aujourd'hui, on va voir la leucémie lymphoïde chronique. Comme un rappel, donc leucémie, ça veut dire, c'est-à-dire une hémopathie maligne, c'est-à-dire le point de départ, elle est médulaire. Les lymphomes, quand le point de départ, ça vient des organes lymphoïdes périphériques, les ganglions, la rate, quand ça vient des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, etc. Donc voilà, tout dépend du point de départ, l'origine de la cellule tumorale, donc soit médulaire, donc on parle de leucémie, soit les organes lymphoïdes secondaires, périphériques, c'est les lymphomes. Ensuite, on a vu la différence entre leucémie aiguë et leucémie chronique. Leucémie aiguë, c'est-à-dire il y a un blocage de maturation à un stade immature avec prolifération de ces cellules jeunes qu'on appelle les blastes. Ça touche les lignes myéloïdes, on parle de la leucémie aiguë myéloblastique, et si ça touche la lignée lymphoïde, on parle de leucémie aiguë lymphoblastique. Après, tout dépend du stade d'atteinte, donc le stade de blocage. Donc, on aura les différentes classifications que ce soit leucémie aiguë myéloblastique ou lymphoblastique. Lymphoblastique, on a soit les B, soit les T. Ça, c'est les leucémies aiguës. Contrairement à la leucémie chronique, donc il y a pas un blocage de maturation, il y a une différenciation, mais il y a une prolifération. Donc il y a une anomalie clonale, donc il y aura une prolifération excessive qui peut toucher la lignée myéloïde donc il peut toucher la lignée granuleuse et donner la leucémie myéloïde chronique qui fait partie des syndromes myéloprolifératifs. Et on va détailler le leucémie dans le prochain cours. Et ça peut toucher la lignée lymphoïde et on parle de la leucémie lymphoïde chronique qui fait partie des syndromes lymphoprolifératifs. Les syndromes lymphoprolifératifs regroupent la leucémie lymphoïde chronique et les lymphomes dont le point de départ est périphérique. Pour la leucémie lymphoïde chronique, c'est une prolifération maligne. Donc, vous voyez, donc la leucémie chronique, c'est une leucémie chronique, donc il n'y a pas un blocage de maturation, donc c'est une prolifération maligne. Il y a une anomalie, une lésion au niveau de l'ADN, du coup, il y aura une prolifération qui n'est pas qui sort du contrôle. Mais prolifération maligne des lymphocytes B. Elle est caractérisée par une lymphocytose périphérique qui est supérieure. Donc ça, c'est les caractéristiques de la leucémie. Une lymphocytose supérieure à 5000, un aspect cytologique, donc c'est des petits lymphocytes matures, et un immunophénotypage particulier. C'est des lymphocytes P, certes. On a dit que dans l'immunophénotypage, chaque cellule a son identité. On a cité quelques exemples. Parmi ces exemples, les lymphocytes B sont CD19, CD20, CD22 positifs. Mais les lymphocytes T sont CD5, CD3, CD7 positifs, ce qu'on appelle les marqueurs T. Mais là, vous voyez très bien que c'est des lymphocytes B, donc le marqueur CD19 positif, c'est logique, c'est normal, mais qui marque le CD5 qui n'est pas normal. Normalement, on le trouve dans le lymphocyte T, donc cette aberration au chromosome, ce qu'on appelle un immunophénotypage particulier de ces lymphocytes B, parce que c'est des lymphocytes B qui sont anormaux, c'est tumoral, donc c'est tumoral. Donc, ils sont c'est la conséquence d'une prolifération maligne. C'est une prolifération lente. Cette prolifération lente, ce qui confère, donc c'est pour ça elle est chronique. C'est une prolifération lente qui est responsable, donc puisque point de départ est médulaire, elle infiltre la moelle. Ensuite, il y a passage au niveau du sang qui est responsable de la lymphocytose qui est supérieure à 5000 et infiltration ganglionnaire, donc qui va donner le syndrome tumoral, les adénopathies, la splénomégalie et l'hépatomégalie. Donc voilà, l'étiologie elle est inconnue et c'est la plus fréquente des leucémies de l'adulte, mais pas en Algérie.
En Algérie, c'est la leucémie myéloïde chronique qui est plus fréquente que la leucémie lymphoïde chronique. Donc voilà, c'est en récapitule. Donc c'est point de départ médulaire. Donc qui dit leucémie dit point de départ médulaire. La moelle, elle est toujours envahie. Très bien. Infiltration des cellules lymphoïdes, donc qui est responsable du syndrome tumoral, donc les polyadénopathies, splénomégalie, l'hépatomégalie. C'est une maladie clonale. Donc il y a une anomalie au niveau de l'ADN qui va donner donc une prolifération des cellules matures, des cellules B, mais ces cellules B c'est des proliférations clonales, donc c'est des lymphocytes B du même clone. C'est monoclonal. Donc lymphocyte B d'origine monoclonale. Voilà. 95% clone de lymphocyte B. C'est pas différent de lymphocyte B parce qu'à l'état normal, on a normalement des lymphocytes B avec des chaînes légères kappa. Il y a des lymphocytes B avec des chaînes légères lambda. Donc donc il y a plusieurs populations de lymphocytes B qui diffèrent d'identité. Et chaque lymphocyte B a son rôle. Voilà, il y a différentes classes de lymphocytes B. Mais dans la leucémie lymphoïde chronique, puisqu'il y a une prolifération clonale, donc il y aura un seul clone. Donc ce qu'on appelle la restriction. Et qui dit monoclonal dit malin. Voilà, parce qu'il devient plus fonctionnel. Très bien. Donc, avec une restriction isotypique, comment on va savoir que c'est clonal ou non? Sur l'immunophénotypage, donc soit ces lymphocytes B, ils ont chaîne légère lambda, soit ils ont ce qu'on appelle la restriction isotypique. C'est une maladie lymphocytaire parce qu'il y a une prolifération lymphocytaire. Elle envahit la moelle, donc l'origine est médulaire dans le leucémie. Ensuite, il y a un passage au niveau du sang. Donc, la leucémie lymphoïde chronique, elle est caractérisée par une lymphocytose supérieure à 5000. Ça, c'est caractéristique et c'est le, c'est le signe de la leucémie lymphoïde chronique. Les conséquences, puisque lymphocyte B intervient dans l'immunité spécifique humorale, donc il y aura pas de synthèse d'immunoglobulines, non. Donc anomalie des immunoglobulines, donc il y aura une hypoglobulinémie. Du coup, il y aura, le patient sera susceptible aux infections. Donc voilà. Sur le plan épidémiologique, LLC, c'est une tumeur de lymphocytes. Elle fait partie des syndromes lymphoprolifératifs B. Donc, en Algérie, elle représente 30% de l'ensemble des leucémies. En Algérie, 8,5% des hémopathies malignes. L'âge médian, donc, elle touche surtout le sujet âgé. Elle est exceptionnelle avant 35 ans. Et 10% avant 55 ans. Et 30% avant 65 ans. Donc, surtout moyenne d'âge, elle est de 72 ans. Donc, elle touche, c'est une pathologie sujet âgé. Mais on peut retrouver des LLC chez les patients de 35 ans, de 36 ans, de 40 ans. Voilà. Elle est caractérisée par une évolution chronique et c'est une pathologie qui est incurable dans la majorité des cas. Mais c'est une pathologie qui est parce que dans les syndromes lymphoprolifératifs, on a dit qu'il y a la LLC, il y a les lymphomes. Dans la classification OMS, pour simplifier les choses, il y a les lymphomes de bas grade, c'est-à-dire à petites cellules, c'est des lymphomes qui sont plus ou moins, ils sont chroniques, mais ils sont pas agressifs. Il y a les lymphomes de haut grade, agressifs. C'est les lymphomes à grandes cellules, etc. Donc voilà comment il y a déjà dans le lymphome, il y a deux types. Et puisqu'elle fait partie du syndrome lymphoprolifératif, et si on veut la classer, puisqu'on a dit que c'est une pathologie qui est caractérisée par des petits lymphocytes, c'est un lymphome à petites cellules. C'est les lymphomes, les syndromes lymphoprolifératifs indolents. Voilà. Elle fait partie des syndromes lymphoprolifératifs indolents. Donc voilà, mais reste une pathologie qui est incurable. On obtient des rémissions, ensuite le patient après 2 ou 3 ans, elle rechute. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une maladie incurable. Ensuite, sur le plan et l'origine, je vous
Donc, je redis ça à chaque fois. Donc, tout se repose sur l'origine de la cellule. Donc, c'est pour ça on parle de lymphome indolent à petites cellules. Donc, parce que les cellules d'origine sont de petite taille. Voilà, c'est des petits lymphocytes. L'éthiopathogénie, la cause, elle est inconnue, mais il y a des facteurs favorisants. Il y a parfois, dans 10% des cas, des antécédents familiaux de LLC. Il y a les facteurs qui prédisposent à la LLC, mais qui sont mal connus, comme la LMC. LMC, on sait que le benzène l'expose. Mais là, dans la LLC, ils ne sont pas très bien connus. Ils disent que les radiations ionisantes, pesticides, etc. Mais donc, voilà, on entame la partie clinique. Donc, quels sont les motifs de découverte? Donc, le patient, il vient pour asthénie. Puisqu'on a dit que c'est une pathologie qui est incurable mais évolue lentement, donc il peut venir pour la découverte peut être fortuite. Lors d'un hémogramme, il a fait son hémogramme, si elle passe, il est suivi chez son cardiologue pour HTA ou chez son diabétologue, il fait un hémogramme et il retrouve une hyperleucocytose avec une lymphocytose qui dépasse 5000 éléments par millimètre cube. Donc voilà. On sait que la lymphocytose est supérieure à 4000, mais la lymphocytose dans la LLC, c'est supérieur à 5000. Donc ça, c'est une nouvelle classification. Donc, découverte fortuite dans 50% des cas, ou suite, soit à l'hyperleucocytose, soit syndrome tumoral adénopathie, et caractéristiques cliniques de LLC par un syndrome tumoral bilatéral et symétrique. Il faut mettre ça en tête. La différence entre LLC et les autres syndromes lymphoprolifératifs, la LLC, elle est caractérisée par un syndrome des adénopathies. Donc, tout ça, c'est tumoral, c'est superficiel, ferme, indolore, mobile et non inflammatoire. Le contraire, c'est inflammatoire quand c'est infectieux, douloureux quand c'est infectieux, etc. Ça signe la malignité. Donc, quand c'est bilatéral, symétrique, chez un sujet âgé, on, on pense en premier lieu à une leucémie lymphoïde chronique. Donc voilà, c'est symétrique et bilatéral. Mais on peut trouver des adénopathies unilatérales, ça n'élimine pas. Mais le plus souvent, c'est bilatéral et symétrique. La splénomégalie, elle est retrouvée dans pratiquement plus de la moitié des cas. L'hépatomégalie, plus ou moins rare. Donc, de rares complications, rarement devant les complications de la LSC. Par exemple, les complications, on va voir les complications de la LSC. Par exemple, il vient pour des syndromes infectieux à répétition. Il vient pour des cytopénies auto-immunes. On a vu que les cytopénies auto-immunes comme l'anémie hémolytique auto-immune ou bien purpura thrombopénique auto-immune, on fait le bilan étiologique. Dans le bilan étiologique, pour dire que c'est idiopathique. Donc, il faut éliminer tout ce qui est secondaire. Donc, parmi les bilans, on recherche un syndrome lymphoprolifératif. Et les cytopénies auto-immunes peuvent survenir avant, pendant ou après la pathologie lymphoproliférative. C'est pour ça, si on est devant une cytopénie idiopathique, on doit surveiller notre patient au long cours. Et si on est devant une cytopénie, on doit rechercher un syndrome lymphoprolifératif. Et chef de file, c'est la leucémie lymphoïde chronique. Sauf les cas particuliers, donc LSC clinicité anémogramme. Donc voilà la clinique. La clinique, elle est surtout, on a les signes généraux, on recherche les signes généraux. Donc ça, c'est les motifs de consultation. Ensuite, on a l'examen clinique. L'examen clinique, le patient, il vient, il rapporte. Donc on recherche l'asthénie. C'est très important dans la LSC. L'asthénie, est-ce qu'il est asthénique ou non? On va classer notre patient selon les coques. Donc, ensuite, on a les signes généraux. Les signes généraux, dans les syndromes lymphoprolifératifs, il y a 3. Il faut les retenir. Les sueurs profuses mouillant le linge, les fièvres, surtout nocturnes, supérieures à 38,5, indépendamment de syndrome infectieux, et l'amaigrissement supérieur à 10% du poids corporel pendant les 6 derniers mois. Voilà les signes généraux. On recherche un des signes généraux.
Et les signes généraux, on les retrouve généralement dans les syndromes lymphoprolifératifs, dans les néoplasies. On les retrouve également dans des signes d'imprégnation tuberculeuse, dans tuberculose. Mais les signes généraux s'orientent vers une pathologie maligne. Voilà. Donc, on recherche une pâleur. Est-ce qu'il y a une pâleur pour voir est-ce qu'il y a un syndrome anémique, thrombopénie, donc peut-être un syndrome hémorragique, mais généralement c'est rare au début, donc stade. Donc, et on a surtout, dans la LSI, c'est le syndrome tumoral, polyadénopathie généralisée, symétrique et bilatérale. Bien sûr, caractéristique, c'est indolore, ferme, mobile et non inflammatoire. Et on examine notre patient, on recherche les signes de complications, etc. Pour l'anémie hémolytique, on recherche le subictaire, la splénomégalie. Oui, thrombopénie, on recherche le syndrome hémorragique, etc. Infectieux, on recherche un syndrome infectieux, etc. Donc ensuite, on fait un hémogramme. C'est un examen d'orientation. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'hémogramme? D'abord les leucocytes. Généralement, on a une hyperleucocytose. Mais cette hyperleucocytose est prédominance lymphocytaire avec une lymphocytose. Le nombre minimal, donc le cutoff qui a été fixé, c'est 5000. Doit être supérieur à 5000 lymphocytoses dans la LSC pour poser le diagnostic. Le premier point, c'est lymphocytose supérieure à 5000. C'est le premier point pour dire que je suis devant. Donc, les critères diagnostiques, c'est une lymphocytose supérieure à 5000. Les lymphocytes, et cette lymphocytose 5000, elle doit être chronique, stable ou augmente au bout de 3 mois. Donc, une lymphocytose supérieure à 5000 qui dépasse 3 mois. Donc, chronique, elle doit être chronique. Au frottis sanguin, parce que parfois on a des lymphocytoses réactionnelles, donc un syndrome infectieux, surtout viral, des syndromes mononucléosiques. Donc, on peut avoir une lymphocytose transitoire. Donc, on doit éliminer tout ce qui est. Donc, elle doit être chronique et persistante pendant 3 mois. On fait un frottis sanguin, c'est une pathologie avec prolifération de lymphocytes de petite taille. Donc, on doit trouver des lymphocytes de généralement monotones, même aspect, de petite taille, matures, avec les ombres de Gombrich. Les ombres de Gombrich, c'est-à-dire, c'est plus ou moins pathognomonique de la LLC, mais on peut les retrouver dans les autres syndromes lymphoprolifératifs. Donc, c'est des cellules qui sont éclatées, c'est des lymphocytes qui sont fragiles. Quand on fait l'étalement, donc il y a ces cellules elles vont s'éclater, ça donne ce qu'on appelle les ombres de Gombrich. C'est des taches comme ça, on va les identifier au frottis sanguin. PNL est peut-être normal, mais on peut retrouver une neutropénie parce que les lymphocytes, donc il y aura une inversion de l'équilibre, donc on aura une neutropénie. Très bien. Sur le plan, donc toute hyperlymphocytose chez l'adulte supérieure à 5000, donc pendant au moins 3 mois, dans la moitié des cas, fait penser donc toute lymphocytose supérieure à 5000 pendant 3 mois, c'est un syndrome lymphoprolifératif à petites cellules, conversion leucémique, surtout la LLC jusqu'à preuve du contraire. Toute lymphocytose supérieure à 5000, supérieure à 3 mois, fait suspecter un syndrome lymphoprolifératif, en premier lieu la LLC, jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Ça, c'est un point très important. Ensuite, on a l'hémoglobine. L'hémoglobine, on peut avoir un taux d'hémoglobine normal. On peut avoir une anémie. L'anémie, elle peut être... On peut avoir 3 mécanismes de l'anémie, 3 origines possibles. Soit une anémie immunologique. Parce que, pourquoi? C'est une pathologie, donc il y a une prolifération de lymphocytes B. Les lymphocytes B sont monoclonales. Ces lymphocytes B sont monoclonaux, donc d'origine monoclonale, donc sont pas fonctionnels. Et les lymphocytes B sont responsables de la synthèse d'immunoglobulines. Donc les conséquences, c'est ça les complications. Les conséquences, c'est quoi? C'est peut-être ces lymphocytes B, ils vont synthétiser des auto-anticorps parce qu'il y a un dérèglement dans le système immunitaire. Donc il y aura une synthèse des auto-anticorps dirigés contre le corps,
qui vont s'attaquer soit l'hémoglobine, soit plaquettes, soit à les deux, le globule rouge et plaquettes. Donc ça, c'est les auto-anticorps. Il y a diminution des immunoglobulines, donc il y a diminution des immunofonctionnels, donc on aura une susceptibilité aux infections. Donc ça, c'est parmi les complications. Vous voyez, donc c'est une pathologie des lymphocytes B. Donc, une anémie, donc le mécanisme, donc soit anémie hémolytique auto-immune. Et comment on pose le diagnostic de l'anémie hémolytique auto-immune? Donc on a une anémie qui est régénérative, on a un subictaire et une splénomégalie. Splénomégalie, je sais que vous pouvez pas faire la part des choses entre est-ce que c'est tumoral ou bien c'est. Donc on a le subictaire qui signe l'hémolyse, on fait un bilan d'hémolyse, donc il est positif, bilirubin indirect élevé, LDH élevé, aptoglobine diminué. Et pour dire que c'est une anémie hémolytique auto-immune, on va faire le test de Combs direct. Le test de Combs direct, c'est détecter les auto-anticorps collés à la paroi. Voilà. Il y a une deuxième cause, c'est séquestration splénique. C'est la rate, elle est augmentée de volume. Donc, le cimetière des globules rouges, c'est la rate. Donc, on aura une cytopénie due à l'hypersplénisme. Ou bien, on a les rétroblastopénies et ou bien c'est par infiltration médulaire. Quand la moelle, elle est envahie de lymphocytes. Donc, elle va déprimer et c'est très. Il faut connaître les mécanismes parce que c'est très important pour le traitement. Si on a une anémie hémolytique auto-immune, on peut donner que des corticoïdes sans traiter la LLC. Mais quand la cytopénie, elle est due à l'infiltration, donc quand on fait la moelle, on retrouve que il n'y a pas, donc l'anémie, elle est arégénérative, il n'y a pas d'hémolyse et qu'il n'y a pas une carence. On fait la moelle, il y a une nappe de lymphocytes, c'est-à-dire que les lymphos ont remplacé, ils ont déprimé les autres lignées. Donc il y a une diminution de l'hémoglobine, donc il y a une conséquence. Donc elle est symptomatique, donc il y a une infiltration qui a déprimé les autres. Donc il y a une expression des autres cytopénies. Donc on aura l'anémie par infiltration lymphocytaire. Elle est secondaire à la maladie. Et là, en classe notre patient, on va voir la classification bien classée et on doit traiter le patient. Mais si la cytopénie n'est pas due à l'infiltration auto-immune, on peut traiter comme une anémie hémolytique normale. Donc par des corticoïdes, on va voir. Voilà la différence et c'est très important de faire la différence. Quand on a une anémie, on doit étiqueter. Soit l'anémie, elle est immunologique, soit par infiltration. Et on a la thrombopénie également. Elle peut être immunologique, hypersplénisme, ou bien par défaut de production, par l'infiltration médulaire. On a dit qu'on peut avoir de l'HAI, on peut avoir du PTI, et on peut avoir les deux. PTI et HAI, ce qu'on appelle les deux, c'est-à-dire les auto-anticorps qui vont attaquer les globules rouges et les auto-anticorps qui vont attaquer les plaquettes. On aura deux cytopénies, ce qu'on appelle le syndrome d'Evans. Voilà. Donc c'est bon, on a fait l'hémogramme, on a retrouvé qu'il y a une hyperleucocytose avec lymphocytose. Pour poser le diagnostic, on a dit que dans la définition que ces lymphocytes ont ils ont un phénotypage qui est particulier. Donc le diagnostic repose sur la cytométrie en flux. Le cytométrie en flux, donc on va guetter ces cellules. On a expliqué le principe dans la leucémie aiguë. On va ramener un échantillon, on va enlever les lymphocytes, donc par ce qu'on appelle la méthode de gating, et on va lancer les anticorps. Donc notre population, elle est plombée, donc elle marque le CD19, le CD20, le CD22. Ensuite, on va dire est-ce qu'elle marque parce qu'il y a les syndromes lymphoprolifératifs CD, ça c'est une classification immunophénotypique qui sont CD5+, il y a des syndromes lymphoprolifératifs B, CD5 négatifs. CD5+, il y a deux types le plus souvent. On a soit l'info du manteau, soit la LSC. Donc voilà, on lance le CD5 et le CD23. Le CD5, il est positif. Donc voilà, faible expression des antigènes. Donc ça, c'est les particularités de la LLC. Et ça, on le calcule par un score. Il y a des marqueurs, donc les marqueurs les plus importants, c'est CD19, 20, 22, CD5, 23 et les kappa lambda, les immunoglobulines de surface. Puisque
Donc, particulier, donc il y a le marquage CD5 et l'expression qui est faible du CD20, CD22 ou bien le CD79, il y a une monotonie. Soit les cellules sont kappa, soit les cellules sont lambda. Normalement, à l'état normal, on a 2 tiers de kappa et 1 tiers de lambda. Donc voilà, on n'a pas que kappa ou bien que lambda. Donc il y a des lymphocytes kappa, il y a des lymphocytes lambda. Donc il y a un polymorphisme. Mais quand il y a une restriction, une monotypie, donc une monotypie membranaire, soit kappa, soit lambda, ça signe la monoclonalité et ça signe qui dit monoclonalité des malignités. Donc voilà, on a ce qu'il faut retenir, c'est le score de Matutes. Les marqueurs les plus importants, CD5, CD23, CD22 ou bien CD79, FMC7, immunoglobuline de surface. Si CD5 il est positif, on donne 1 point. Si CD23 il est positif, on donne 1 point. 22, s'il est faible, on donne 1 point. S'il est fort, on donne 0. Si FMC7 elle est négatif, on donne 1 point. Si elle est positive, on donne 0. Immunoglobulines, si ils sont exprimés, il y a d'abord la restriction et deuxièmement la faible expression. Si elle est faiblement exprimée, donc on donne 1 point. S'ils sont exprimés d'une façon forte, donc c'est 0 point. Si on est un score de Matutes supérieur à 3, c'est-à-dire 4 ou 5, c'est une LLC. Et j'élimine tous les autres syndromes lymphoprolifératifs. Donc c'est une LLC. C'est bon. Si on est inférieur à 3, j'élimine la LLC. Je recherche les autres, surtout s'il y a une restriction, je recherche les autres syndromes lymphoprolifératifs. Si on est à 3, il y a parfois, généralement, on élimine la LLC, mais il y a parfois les LLC atypiques. Ce qu'il faut retenir, 4 et 5, on retient le diagnostic de LLC. C'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, LLC, pour poser le diagnostic, comme la leucémie aiguë, pour poser le diagnostic, il faut un taux de place supérieur à 20% au niveau de la moelle. Pour poser le diagnostic de la LLC, il faut une lymphocyte supérieure à 5000 et il faut un score de Matutes par immunophénotypage sur son périphérique 4 ou 5. Donc ça, on pose le diagnostic de la LLC. J'espère que ça a été clair jusqu'à maintenant. On a posé le diagnostic. Les autres examens, par exemple la moelle, est-ce qu'elle est utile pour poser le diagnostic ou non? Non, elle n'est pas utile, puisque le diagnostic repose sur l'hémogramme et l'immunophénotypage. CMF, cytométrie en flux. Voilà. Donc, la moelle, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas utile pour le diagnostic. Elle est utile pour autre chose, les cytopénies. Donc, pour faire la part des choses entre cytopénies d'origine centrale ou bien d'origine périphérique. Ben, si on a une anémie et on a une taux de rétique élevé, hémolyse, c'est pas la peine de faire la moelle. Donc, on sait que c'est une anémie hémolytique. Voilà. Si on a une anémie arégénérative, on doit faire la moelle pour voir l'infiltration. Est-ce elle est due à l'infiltration ou non? Généralement, c'est dû à l'infiltration. Mais si on a une thrombopénie, on peut pas, on n'a pas de taux critique de plaquettes, donc on doit faire la moelle pour voir est-ce que c'est d'origine centrale ou d'origine périphérique. Si c'est d'origine périphérique, on donne que des corticoïdes. Mais si c'est d'origine centrale, on va classer notre patient classe C, stade C. Donc ça, c'est permettre de faire détecter l'origine de la cytopénie. Voilà, la PBO, elle n'est pas indispensable donc au diagnostic. Avant, on faisait la PBO pour poser le diagnostic, mais maintenant, c'est bon, il y a la cytométrie par l'avènement de cytométrie, on ne fait plus de la PBO. Et il confirme l'infiltration lymphocytaire sans myélofibrose, qui a une valeur pronostique. Donc voilà. Ensuite, on a la biopsie ganglionnaire. Est-ce qu'elle est indiquée? Parce que quand on va faire la conduite à tenir devant toute adénopathie, il faut cytoponction et biopsie. Donc, parce que le diagnostic. Dans les syndromes lymphoprolifératifs, ça c'est à retenir, hein. Dans les syndromes myéloprolifératifs, le diagnostic, il est histologique. Tous les lymphomes. Pour poser le diagnostic, dans la classification, on a dit que la leucémie aiguë, pour poser le diagnostic, il faut place supérieure à 20% au niveau de la moelle. Pour poser le diagnostic de lymphome, il faut étude histologique. Sauf, on a la LLC. Le diagnostic, il repose sur la cytométrie en flux. Elle n'est indiquée, la biopsie ganglionnaire dans la LLC, que dans
Parce que parmi les complications, on a dit que la LSI c'est un lymphome indolent à petites cellules. Parfois, dans les complications, il se transforme en lymphome aux grandes cellules, ce qu'on appelle le syndrome de Richter. C'est la transformation en lymphome de haut grade. Et là, pour confirmer le diagnostic, pour dire que c'est un lymphome de haut grade, il faut faire la biopsie. C'est la seule indication pour faire la biopsie ganglionnaire. Voilà, j'espère. Ensuite, on a l'étude cariotype qui a une valeur surtout pronostique. Donc, il y a le cariotype, il y a le fiche, surtout, le plus important, c'est la délétion 17p. Pourquoi? Parce que il y a donc des anomalies qui confèrent à la pathologie un bon pronostic. Et il y a d'autres qui confèrent à la maladie un mauvais pronostic comme la délétion 17p. Si on a une délétion 17p, il y a des traitements qui ne sont pas efficaces. Il faut passer directement à un traitement d'autres classes. D'accord? Si on a des délétions 17p négatives, on peut traiter classiquement. Donc, vous voyez pourquoi l'intérêt maintenant, dans tous les cours, on parle de la cytogénétique, de la biologie, parce que ils ont des valeurs pronostiques. Dans les valeurs pronostiques, donc, ça joue, donc, ça va influencer sur la prise en charge, que ce soit le traitement, par exemple, dans la leucémie aiguë, si on est de mauvais pronostics, on doit greffer le patient si on a un donneur HLA compatible. Si on est de bons pronostics, on peut temporiser pour la greffe, on va pas la faire pour la première rechute, on va laisser la greffe après la rechute. Donc voilà, on va pas faire la greffe pour un premier RC. Vous voyez l'intérêt de pronostic. Même dans la LSC, la 17P, qu'on fait un mauvais pronostic. Voilà, il y a d'autres, on va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, il faut faire surtout la 17P. La statut mutationnel des immunoglobulines. Donc voilà, également dans la biologie moléculaire. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. LLC, sujet âgé, ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est les points les plus importants. Sujet âgé, généralement sujet âgé. Syndrome tumoral et les bilatérales et symétriques. On recherche les signes généraux. Lymphocytose supérieure à 5000, supérieure à plus de 3 mois. Et pour poser le diagnostic, il faut immunophénotypage sur son périphérique. Il faut qu'il y ait un MAT-UTL supérieur à 4, supérieur ou égal à 4. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Là, c'est un plus. La biologie moléculaire, etc. Les autres examens biologiques, les deux nécessaires dès le diagnostic, le PS. Pourquoi? C'est logique, parce qu'il y a des hypogammas. Pour détecter s'il y a hypogamma, on va supplémenter par des immunoglobulines. Et recherche gammapathie monoclonale. Et test de comme s'il y a suspicion d'hémolyse à la recherche d'anémie hémolytique auto-immune. Ça, c'est les examens. Les autres également sont de bonnes valeurs pronostiques, comme la bêta-2 microglobulines, LDH, bilan d'hémolyse, uricémie, bilan d'hémolyse, et on a une anémie régénérative. Voilà. Pour les formes morphologiques et cliniques, il y a plusieurs formes de la ALC. Il y a la forme typique. Il y a la forme typique. La forme typique, c'est il y a que les petits lymphocytes. On n'a que les petits lymphocytes. Ça, c'est la forme typique. Il y a des ondes de Gombrich et les autres, c'est la LLC typique. Il y a la LLC, d'autres variantes. Il y a la LLC mixte, X, qui sont au moins 15% de ce qu'on appelle mix, on a des lymphoplasmodes, des prolymphos, on a donc ce qu'on appelle LSC mixte avec des prolymphos, mais qui ne dépassent pas les 55%. Sinon, on va parler de la leucémie prolymphocytaire. Donc voilà, c'est pas à retenir. Ce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de la LSC. Il y a les formes typiques, il y a les formes mixtes. Voilà, c'est tout. Donc voilà, on passe au diagnostic différentiel. Donc leucémie et il faut toujours éliminer l'urgence qui est la leucémie aiguë. C'est le premier diagnostic différentiel. La différence, c'est des cellules jeunes, la leucémie aiguë lymphoplastique, et pour le leucémie lymphoïde, c'est des lymphocytes qui sont matures. L'hyperlymphocytose réactionnelle, surtout dans les syndromes mononucléosiques et les lymphocytoses infectieuses.
On a les autres syndromes lymphoprolifératifs, syndrome lymphoprolifératif avec conversion leucémique. C'est ça, c'est les autres syndromes lymphoprolifératifs. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, bilan diagnostic, donc toute lymphocyte supérieure à 5000 avec moins de 55% de pro-lympho au niveau du sang. Au frottis, c'est des petits lymphocytes matures. C'est ça les critères diagnostiques d'une LLC. Une lymphocyte supérieure à 5000, c'est des petits lymphocytes au niveau du frottis avec moins de 55% de pro-lympho, pour ne pas rentrer dans la leucémie pro-lymphocytaire. On fait un immunophénotypage avec une restriction isotypique et faible expression de chaîne légère. Un MATU-TESS, il est à 5 ou 4. Donc, c'est sa caractéristique, c'est une LSI. Donc, c'est sa caractéristique de la LSI, l'immunophénotypage qui est caractéristique. C'est des veines, mais pas fort, faible expression. Il y a une monotypie, mais qui est faible expression. Donc, voilà. Ensuite, on a posé le diagnostic, on doit classer notre patient. C'est toujours très important de classer le patient. Les classifications, c'est très important. Dans la leucémie aiguë, il faut faire la part des choses entre leucémie aiguë myéloplastique, leucémie aiguë lymphoplastique. Ensuite, c'est l'immunophénotypage qui va permettre de dire LALB ou bien LALT. Et pour LAM, il y a les classifications FAB, M0 jusqu'à M7. Donc ça, c'est les classifications des leucémies aiguës. Dans la leucémie lymphoïde chronique, ça c'est à retenir, et il y a la classification de Béné. Il y a la classification de Ray, je vais parler que de la classification, donc voilà la classification de Ray, mais la plus importante c'est la classification de Béné qui reste toujours d'actualité depuis 1981. Donc voilà. Donc il y a moi, j'aime c'est plus simple. Donc, il y a A, B, C. A, quand on a moins de 3 aires ganglionnaires. B, quand on a si on a 3 ou plus de 3 aires ganglionnaires. Donc, supérieur ou égal à 3 aires ganglionnaires. C, c'est quel que soit le nombre d'aires ganglionnaires, c'est les cytopénies. On a hémoglobine inférieure à 10 et plaquettes inférieures à 100 000, mais qui sont dues à l'infiltration. C'est d'origine centrale, l'anémie ou bien thrombose. C'est pas cytopénie autonomique. Donc voilà la classification de Béni. Donc stade A. Donc on fait un hémogramme. On a l'hémoglobine normale et toute plaquette normale. Très bien. Donc on doit classer notre patient. On va voir combien d'aires ganglionnaires. Comment on examine un patient? Donc, les aires ganglionnaires, on a les aires cervicales, susclaviculaires, axillaires, épétrocléennes, inguinales. Voilà, ça c'est les aires ganglionnaires. Si on a à droite, c'est aire ganglionnaire, à gauche, c'est aire ganglionnaire. Mais dans la ALS, c'est la particularité qu'il y a 5 aires ganglionnaires. Tête et cou, que ce soit uni ou bilatéral, c'est une seule aire ganglionnaire. Axillaire, que ce soit uni ou bilatéral, c'est un seul aire ganglionnaire. Inguinal, c'est uni ou bilatéral, c'est un seul aire ganglionnaire. La rate, c'est une aire ganglionnaire. Le foie, c'est une aire ganglionnaire. Donc voilà, il y a 5 aires ganglionnaires. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Donc si on a une adénopathie cervicale à droite, et adénopathie cervicale à gauche, et adénopathie axillaire à gauche, on va le classer, il y a donc 3 aires ganglionnaires touchées. Non, il y a 2 aires ganglionnaires touchées. Parce que ça, c'est compté comme aire ganglionnaire, même si c'est d'une façon bilatérale. C'est ça la différence, on va voir dans les lymphomes de Hodgkin ou non Hodgkinien, la classification de un rapport. À droite, c'est aire ganglionnaire, à gauche, c'est aire ganglionnaire. Dans la LLC, non. Bilatéral, c'est un seul aire ganglionnaire. Donc, adénopathie cervicale à droite et à gauche et axillaire, c'est stade A. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 aires ganglionnaires qui sont touchées. Si on a 3 aires ganglionnaires, c'est-à-dire splénomégalie avec axillaire et tête, c'est stade B. Si on a le foie, la rate et tête et cou cervical, donc c'est 3 aires ganglionnaires, c'est stade B. Si on a 4 aires ganglionnaires, c'est stade B. Ensuite, donc soit inférieur à 3 aires ganglionnaires, stade A. Supérieur ou égal à 3 aires ganglionnaires, c'est stade B. Ensuite, si on a des cytopénies qui sont dues à l'infiltration, si on a hémoglobine inférieure à 10, donc on va le classer pour notre patient stade C. Si on est à toute plaquette inférieure à 100 000, c'est stade C. On va voir l'intérêt de cette classe. C'est très important pour la décision thérapeutique. Ça, donc il y a
Ils ont détaillé un petit peu le A, c'est-à-dire A, c'est lymphocytose jusqu'à 2 ganglionnaires. A plus, c'est lymphocytose inférieure à 30 000 et hémoglobine supérieure à... Donc le A, ils ont divisé le A en deux. Si on a une lymphocytose supérieure à 30 000, on va parler de... Et moins de 3 ganglionnaires, donc on va parler de A2'. Et A', c'est lymphocytose inférieure à 30 000. Ce qu'il faut retenir, ce que vous devez retenir, c'est cette classification. Je ne vais pas vous embrouiller avec A' et A2'. Donc, c'est stade A, stade B, stade C. Stade A inférieur à 3 ganglionnaires, B supérieur à 3 ganglionnaires sans cytopénie. Donc, c'est-à-dire hémoglobine supérieure à 10, plaque supérieure à 100 000. Si on a cytopénie inférieure à hémoglobine inférieure à 10 ou plaquette inférieure à 100 000, euh, secondaire à l'infiltration, donc c'est stade C. Et il y a 5 incomplétionnaires: cervical bilatéral, axillaire bilatéral, inguinal bilatéral, la rate et le foie. Il y a la classification d'oreille, donc stade 0, donc elle n'est pas très utilisée. Ce qui est utilisé, c'est la classification du BNE. Donc stade de Rey, c'est pratiquement lymphocytose isolée supérieure à 5000, stade 0. Stade 1, c'est des adénopathies avec lymphocytose. Donc lymphocytose, ça définit la LSC. Donc s'il y a une lymphocytose isolée, c'est stade 0. S'il y a des adénopathies, c'est stade 1. Peu importe les ganglionnaires touchés. S'il y a spleen ou hépatomégalie, stade 2. Si on a hémoglobine inférieure à 11, c'est stade 3. Si on a plaquette inférieure à 100 000, c'est stade 4. Voilà la classification de Rey. Les complications. On a dit que c'est lymphocytes B qui sont touchés, donc il y a les infections. Le patient, le plus souvent, les LSC, les patients ne meurent pas de leur LSC. C'est pas la LC qui va tuer les patients, c'est les complications qui sont, qui mettent en jeu le pronostic vital. Donc voilà, c'est les infections, surtout les infections opportunistes. C'est pour ça il faut contrôler le patient et toujours lui demander les mesures d'hygiène, rechercher une hypogammaglobulinémie et supplémenter le patient en immunoglobuline polyvalente. On fait des injections des immunoglobulines, surtout si on a une hypogamma inférieure à 4. On fait des immunoglobulines mensuelles. Donc voilà, les infections bactériennes, virales, opportunistes, candidose, aspergillose, pneumocystose, zona, etc. Aggravation des insuffisances médulaires, donc aggravation de l'anémie thrombopénique continue, c'est secondaire à l'infiltration. Ou bien les cytopénies auto-immunes. On a parlé de l'anémie hémolytique auto-immune, ou bien thrombopénie auto-immune, ou bien les VINS, c'est l'association des deux. Pour pas poser le diagnostic de l'anémie hémolytique auto-immune, donc on a une anémie qui est régénérative avec bilan d'hémolyse subictaire et bilan d'hémolyse positif. On fait un test de COP, c'est la recherche des auto-anticorps sur la surface des globules rouges. Donc, test de COP positif, c'est une anémie hémolytique auto-immune. Pour la thrombopénie, on fait un médulogramme. Donc, c'est méga absent, donc c'est une infiltration médulaire. C'est l'infiltration qui a fait ça. C'est présent, c'est d'origine périphérique, c'est une thrombopénie d'origine périphérique immunologique. Voilà. Donc, pro-lymphocytaire, évolution vers donc quand leucémie pro-lymphocytaire, euh, voilà. Donc, pro-lymphocytaire, c'est leucémie pro-lymphocytaire, c'est l'évolution. Quand le taux de pro-lymphocyte, d'abord, on a vu que le mix, c'est aux alentours de 15% de pro-lymphocytes. Si ça dépasse entre 15 et 55, c'est l'évolution vers la pro-lymphocytaire. Mais c'est pas une leucémie pro-lymphocytaire. La leucémie pro-lymphocytaire, elle est plus agressive que la... Pourquoi je dis leucémie pro-lymphocytaire? Parce que les cellules sont des pro-lymphocytes. C'est un autre type de cellules. C'est des lymphocytes de grande taille, nucléolés, de taille intermédiaire, nucléolés. Voilà. D'où son appellation. Donc, c'est des pro-lymphocytes qui dépassent 55%. Évolution, c'est le leucémie pro-lymphocyte à Galton. Donc, le syndrome de Richter, on a dit que la leucémie lymphoïde, elle peut se transformer en lymphome agressif, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Là, c'est l'indication de la biopsie et le traitement, on va changer de traitement.
Donc, ce qu'il faut retenir dans les complications, c'est les infections, les aggravations des cytopénies, les cytopénies auto-immunes et la transformation en lymphomes agressifs, c'est le syndrome de Richter. C'est ça les complications. Donc, on a dit qu'on est en stade A, ensuite, on doit traiter. C'est une pathologie qui est indolente, elle n'est pas agressive et elle évolue lentement. Donc, l'abstention thérapeutique fait partie des armes thérapeutiques de la leucémie. Donc, c'est une hémopathie maligne, certes, mais disons, donc c'est, je sais pas, c'est une pathologie plus ou moins gentille. Voilà. Jusqu'à un stade où il faut traiter, où elle devient agressive, où il faut traiter ce qu'on appelle les critères. Elle devient une maladie symptomatique, c'est les critères de mise en route de traitement. Donc, c'est pour ça la classification est importante. Un patient qui a un stade A, il ne faut pas traiter, il faut rester en abstention thérapeutique. Si on est en stade B, il n'y a pas de signes généraux. C'est-à-dire, notre but dans le traitement, but thérapeutique, dans la LSC, c'est d'améliorer la qualité de vie. C'est le confort du patient. Donc, s'il n'a pas de sueur, il n'a que les adénopathies. Les adénopathies ne gênent pas, ils ne sont pas volumineux, ils sont mobiles, ils sont indolores, donc super, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de signes généraux. Même stade B, on ne traite pas. On reste en abstention thérapeutique. Sauf stade C ou bien les autres signes symptomatiques, c'est-à-dire il y a une infiltration médulaire ou anémie. Donc, il y a les cytopénies. Donc, stade C, cytopénie par infiltration. Quand la lymphocytose ou bien un doublement, c'est-à-dire le patient, aujourd'hui, il est à 20 000 de lymphocytes. Après un mois, il est à 40 000. Il est à 60 000. En 6 mois, il a quadruplé son chiffre. Donc, il y a un taux de doublement de lymphocytes qui est supérieur à 6 mois, inférieur à 6 mois. Donc là, il faut traiter. Quand le taux de lymphocytes il est très important, supérieur à 300 000, généralement, il est associé à des signes généraux et il est symptomatique, donc là, on traite. C'est le patient, le confort du patient, il est altéré, donc il est fatigué, asthénique, il y a de la fièvre, il y a des signes généraux. Là, il faut traiter. Les signes généraux, on a des fièvres, en dehors de toute infection, sueur profuse mouillant le lèche, perte de poids, donc amaigrissement supérieur à 10% en 6 mois. Donc voilà, ça c'est les signes généraux. Donc là, il faut traiter. Quand la splénomégalie, elle est volumineuse ou bien des adénopathies très volumineuses qui vont gêner le patient qui dépassent les 10 cm. Les complications auto-immunes, par exemple, on a une anémie hémolytique thrombopénie. On va traiter avec des corticoïdes et ça ne donne pas. Donc, il y a une résistance à la corticothérapie ou au traitement classique des cytopénies auto-immunes. Donc là, il faut traiter le patient. Donc, on va entamer le chapitre du traitement. Donc, on a déjà vu les indications de traitement avant de commencer. Je voulais commencer ça pour définir la maladie symptomatique ou bien la maladie avancée qui nécessite un traitement. Donc, voilà. Pour le traitement, donc il y a tout d'abord, comme tout traitement, il y a le bilan préthérapeutique, c'est-à-dire on va faire un groupage, on va faire un bilan rénal, bilan hépatique, une évaluation cardiaque parce qu'on va utiliser une chimiothérapie, c'est le bilan périthérapeutique. Et il y a le traitement, ce qu'on appelle symptomatique, et il y a le traitement spécifique. Ce que vous devez retenir, c'est surtout le traitement symptomatique. S'il y a des infections, il faut une antibiotique, une antibiothérapie. S'il y a une anémie sévère due à l'infiltration centrale, il faut transfuser. S'il y a une thrombopénie d'origine centrale, il faut transfuser par des plaquettes. Si on est devant, par exemple, des cytopénies auto-immunes, on met le premier arme thérapeutique, c'est la corticothérapie avec les adjuvants. Donc voilà, les traitements symptomatiques, c'est traiter les complications de la maladie. Tout dépend des complications. Ensuite, le traitement symptomatique, le traitement spécifique, c'est la polychimiothérapie. Le protocole le plus utilisé, c'est le FCIR. Il regroupe une polychimiothérapie qui est le fludarabine, l'endoxan et rituximab qui est un anticorps anti-CD20. Anti-CD20, c'est-à-dire les lymphocytes B.
Les lymphocytes B, ils sont CD20 positifs. Donc, euh, on fait un anti-CD20 qui va réduire la masse tumorale. Donc, le taux de RC est obtenu dans... On a des taux de réponse qui sont très importants. Donc, il y a le protocole phytothérapie, c'est le code de standard de la LSC. Mais il est indiqué que chez les patients qui sont fit, en bon état général, dans l'état général permet. Donc, ce qu'on appelle les sans comorbidité, c'est pas les sujets qui sont multitarés, cardiopathiques, qui peuvent pas supporter une chimiothérapie. On administre cette chimiothérapie chez les patients plus ou moins jeunes. Le cutoff il est 65 ans. On peut inférieur à 65 ans. On peut parfois aller jusqu'à 70 ans et le patient il est bien portant. Il peut supporter une polychimiothérapie. Il y a d'autres protocoles, donc le gold standard et traitement le plus utilisé actuellement, c'est le FCIR. C'est ça. Il y a d'autres protocoles. Herbendamustine, parfois est utilisé en première ligne, surtout chez des sujets moins bien portants, moins fit, infit. Donc, au sujet âgé, herbendamustine. Et si vraiment le patient ne supporte pas une chimiothérapie, il y a le R-chlorambucil. R-chlorambucil. Donc, voilà les différents traitements. La greffe de moelle n'est indiquée que chez les patients réfractaires et la greffe de moelle allogénique, l'allogreffe, elle n'est indiquée que chez les patients qui sont jeunes, ils sont réfractaires, jeunes moins de 65 ans, donc moins de 60 ans, 65 ans, et ils sont réfractaires à toutes les chimiothérapies. Ils sont réfractaires, vraiment, ils ne répondent pas à la chimiothérapie, sont de mauvais pronostics et ils ont un donneur HLA compatible. Là, en greffe, donc, c'est réservé à quelques situations. La greffe de moelle, elle n'est pas utilisation fréquente. Voilà. Pour les traitements des complications, les infections, elle est fréquente, donc c'est pour ça, en cas d'hypogamma-globululémie, on rajoute des gamma-globulines, surtout si on est un gamma inférieur à 4, donc on administre 0,4 g par kilo par chaque 3 à 4 semaines. La vaccination, Bactrim, Zovirax, un traitement prophylactique, surtout si le patient est sous polychimiothérapie type RFC. Les complications auto-immunes, on donne des corticoïdes, des immunoglobulines, surtout quand il y a forte dose. Ensuite, c'est voilà, traitement des complications. Donc, les protocoles, ce qu'il faut, le gold standard, c'est le RFC, surtout chez les patients qui sont fit, euh, plus ou moins jeunes. Et herbendamustine, sujet âgé. Et il y a un autre protocole, c'est le R-chlorambucil, c'est les patients qui ont des comorbidités significatives. Donc, voilà les différents protocoles. Stade A, B sont généraux, sont signes généraux, etc. On traite pas. On traite quand la pathologie devient symptomatique. Il y a des signes généraux, un volumineux syndrome tumoral qui fait dépasser 10 cm quand les cytopénies sont dues à l'infiltration, c'est-à-dire stade C, il faut traiter. Donc, quand il y a une fatigue, donc un retentissement avec ces gens, si on a des cytopénies auto-immunes qui ne sont pas contrôlées par le traitement normal, habituel, donc corticothérapie, etc. Donc là, il faut traiter. Les protocoles, c'est le sujet jeune et fit, on utilise le FCR. C'est le sujet et les âgés, donc on utilise herbendamustine. S'il y a beaucoup de comorbidités, il y a la R-chlorambucil. Voilà, les traitements, surtout le plus important, c'est de connaître les traitements des complications. Les infections, il faut traiter les infections par l'antibiothérapie. Il y a un traitement préventif et curatif. Préventif, il y a l'antibioprophylaxie bactérienne ouverte pour éviter les infections opportunistes. Vaccination et aussi il y a hypogammaglobuline, c'est pour ça qu'il faut l'électrophorèse protéine sérique. On administre les immunoglobuline titre prophylactique. Les complications auto-immunes, c'est les corticoïdes, les immunoglobulines, etc. Donc voilà. Et s'il y a une transformation lymphome de Richter, il faut traiter comme un lymphome à grande cellule qui est de très mauvais pronostic. Voilà, en conclusion, le traitement n'a montré pas de... Donc, les formes asymptomatiques, il faut rester sur l'abstention thérapeutique. Il faut
tenir compte du confort du patient. C'est ça le message à faire passer. Donc voilà les implications cliniques, formule, donc hémogramme. Sujet âgé avec polyadénopathie symétrique et bilatérale, on fait un hémogramme hyperleucocytaire supérieur à 5000 avec des petits lymphocytes au donc il n'y a pas de pro-lymphocytes dépasse pas les 15%. Avec immunophénotypage hematotest 4 ou 5, c'est une LLC. Donc, c'est permet de poser le diagnostic. C'est pas de symptômes, donc les indications de traitement, il faut pas traiter un stade A ou bien stade B sont signes généraux. Il faut vraiment traiter les formes symptomatiques stade C et les autres indications. Donc on les a déjà vues. Le contrôle suivi de la pathologie, donc chaque 3 à 6 mois, hein, c'est la maladie stable, on peut aller jusqu'à 6 à 12 mois. Donc, c'est une maladie, quand la maladie est symptomatique, il faut débuter un traitement spécifique. Là, il y a la 17P. Si le 17P elle est positive, le FCR ne donne pas et il faut aller les nouvelles drogues. C'est les inhibiteurs BTK ou bien donc on a plusieurs traitements d'autres familles. Donc, je vais vous citer par exemple l'ibrutinib, venetoclax, qui sont efficaces sur la LSC qui ont une 17P positive. Donc, vous voyez, si on fait 17P elle est positive, c'est pas la peine, même pas de donner la FCR. Euh, le protocole usuel. Mais si la 17P elle est négative, on peut donner le traitement classique qui est le FCR en première intention chez le sujet qui est fit et jeune. Et on le herbendamystine chez le sujet âgé et on a beaucoup de comorbidités. On donne le R1-chlorambucil. Voilà. Pour les autres, avec délicium 17P, c'est l'ibrutinib et les nouvelles thérapeutiques. Donc, les nouvelles drogues et nouveaux traitements. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour la leucémie lymphoïde chronique. Je vous souhaite bon courage, صحة فطوركم et صحة رمضانكم.